Bonjour à tous. Au deuxième chapitre, on s'intéresse à la cristallographie de la matière. Ça veut dire la façon à laquelle les atomes sont distribués dans la matière. Donc, on se rappelle que la structure de la matière, il y a 3 niveaux. Premier niveau, ce sont les particules, protons, neutrons, qui forment avec les électrons un atome. Donc l'ensemble des atomes, deuxième échelle, ça donne une molécule. Et puis les atomes et les molécules se distribuent de façon périodique, 3-dimensionnelle dans la matière. Donc on sait qu'il y a 3 types de la matière selon l'état. Il y a matière solide, matière liquide, matière gazeuse. Alors, pour déterminer l'état de matière, il faut comparer entre 2 énergies. Énergie de cohésion, c'est l'énergie de liaison entre atomes. Énergie thermique, c'est l'énergie thermique fournie de l'extérieur à la matière. Donc, bien sûr, si l'énergie de cohésion entre les atomes il est plus grand que l'énergie fournie, la matière il serait solide. Si les 2 énergies sont égales, donc on aura liquide. Si l'énergie fournie est plus grande que l'énergie de cohésion, donc on a l'état gazeux. Donc si je prends l'état solide, si je prends l'état solide, on trouve qu'il y a 3 types. Donc les matériaux solides, ils sont sur 3 types: cristallins, amorphes et semi-cristallins. Cristallin, ça veut dire les atomes sont ordonnés dans l'espace en 3D et ils ont une périodicité. Comme vous voyez, donc il y a une périodicité. Donc ce qu'on trouve généralement, ce type de matériaux solides, on les trouve dans les métaux et les céramiques. Et les solides à l'état amorphe, c'est comme dans les verres, ce qu'on trouve pour le verre. Dans ce cas, les atomes, ils n'ont pas d'arrangement régulier, ni de périodicité, comme vous voyez ici. L'état semi-cristallin, qui se trouve généralement dans les plastiques, pas tous les types de plastiques, certains, où on trouve dans un même matériau des ions cristallins et des ions amorphes. Alors, pour le premier type de matériaux solides cristallins, on va étudier les différents types de solides cristallins. Mais il faut tout d'abord savoir que pour étudier les matériaux cristallins, on fait un modèle. Ce modèle, il est sur 2 parties. Première partie, modéliser les atomes sous forme de sphères dures de rayon R. Voilà, on modélise les atomes par des sphères dures de rayon R. Deuxièmement, on fait le modèle de cristal, ça veut dire on distribue les atomes de façon ordonnée en 3 dimensions pour former ce qu'on appelle réseau cristallin. Voilà, réseau cristallin, et les atomes sont situés sur les nœuds ou sur les sommets du réseau. Donc, le plus petit réseau, ça s'appelle réseau élémentaire ou maille élémentaire. Voilà, donc en rouge, ça s'appelle maille élémentaire, c'est la maille la plus petite qui constitue le réseau cristallin. Donc s'il manque pas d'atomes sur un des nœuds, donc ça veut dire le réseau il est parfait. Donc là on dit réseau cristallin parfait.
Donc il y a plusieurs types de cette maille élémentaire, on va voir. Il y a 14 types de mailles élémentaires qui s'appellent les 14 réseaux de Bravais. On va les voir juste un peu plus loin. Donc, une seule maille, il peut prendre plusieurs types. C'est quoi une maille? Une maille, c'est un cube ou parallélépipède qui a des paramètres. Qui sont ces paramètres? Voilà, sur la figure, qui sont les paramètres de cette maille? Bien sûr, ce sont les 3 dimensions. Et il y a une dimension sur X, sur l'axe X, qui s'appelle toujours A, dimension sur l'axe Y qui s'appelle B, dimension sur l'axe Z qui s'appelle C. Alors, si la maille il est cube, donc ça veut dire A égale B égale C, et le volume c'est A cube. Alors, il y a aussi les angles. Ici, il y a une petite faute peut-être. L'angle entre X et Y, ça s'appelle alpha. Ici, c'est alpha. Et après, entre X et Z, ça s'appelle bêta. Et entre Z et Y, ça s'appelle gamma. Donc, c'est juste inversé entre alpha et gamma. Voilà. Donc, il y a 6 paramètres pour déterminer un réseau. Donc, pour un réseau cube, par exemple, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que A et B, que A égale B égale C. Il faut aussi que les 3 angles soient égale à 90. Ok, donc alpha égale bêta égale gamma égale 90 degrés. Voilà, c'est comme ça qu'on détermine un réseau cube, par exemple, cubique. Donc, ça c'est une petite application pour savoir déterminer les coordonnées d'une position atomique. Parce que les atomes, ils prennent les positions des sommets. Par exemple, si j'ai des atomes A, B, C, D, 4 atomes ici ou 4 atomes ici, on vous demande par exemple de déterminer les coordonnées cartésiennes de ces atomes. Par exemple, l'atome A, les coordonnées cartésiennes, ça serait quoi? Sur X0, Y0, Z1. Ouais, donc c'est facile de déterminer les coordonnées cartésiennes. L'atome D, par exemple, il a les coordonnées 1,5, 0, ce qui est normal, parce qu'il est au centre de cette face inférieure. Donc, je vous ai parlé de réseaux de Bravais. Il y a 14 réseaux de Bravais, vous voyez, il y a 14 réseaux de Bravais. On va les voir ici, en résumé dans ce tableau. Vous voyez, il y a 14. Ici, vous avez combien? Vous avez 7 et 4 et 3, donc le total 14 réseaux de Bravais. Alors, qui sont ces réseaux? Il y a triclinique. Comment on définit un réseau? Un maille, c'est une maille élémentaire. Maille triclinique. Donc A et B et C sont différentes. Pareil pour les angles, etc. Donc c'est comme ça qu'on définit chaque type de réseau. Donc les réseaux le plus fameux sont quoi? Sont le cubique, où A égale C, ce qui est normal, et les angles égale 90. Alors ici par contre, il n'y a pas qu'un seul type cubique. Par contre, il y a 3 types cubiques. Il y a cubique simple. Qu'est-ce que ça veut dire simple? Ça veut dire les atomes ils occupent seulement les sommets de cette maille. Ou cubique centré, ça veut dire en plus les atomes qui occupent les sommets, il y a un atome qui occupe le centre du cube. Ou cubique à face centrée où les atomes occupent les sommets, en plus il y a des atomes qui occupent le centre de chaque face de cette maille. Ok, donc c'est comme ça qu'on peut lire les 14 réseaux de Bravais. Alors pour le réseau de Bravais, on peut déterminer les directions réticulaires et aussi les plans réticulaires. Alors, les directions réticulaires, ce sont tout simplement les coordonnées d'un vecteur dans ce réseau. Mais comment? Il y a une certaine méthode à suivre pour déterminer les coordonnées d'un vecteur
dans un réseau. Donc si vous avez un vecteur quelconque ici par exemple, hein, dans cette direction, donc première étape, il faut tracer la maille déjà. Si je vous demande de tracer une maille cubique, vous tracez la maille cubique, voilà. Et puis si je vous donne un vecteur ici par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment prendre le vecteur parallèle qui passe par l'origine. Donc si j'ai un vecteur ici, je trace le vecteur parallèle qui passe par l'origine. Donc troisième étape, il faut lire, deuxième étape, il faut lire les coordonnées de ce vecteur. Par exemple, ce vecteur, il a quelles coordonnées? Donc c'est tout simplement hein, la projection sur X et la projection sur Y. Ce sont les coordonnées d'un vecteur. Donc si je projette sur X, donc voilà, vous voyez, il occupe toute l'arête du maille élémentaire, c'est 1. Il égale 1. Donc si je projette sur X, sur Y ici, donc j'ai 1. Si je projette sur Z, j'ai 1 demi. Sur Z, bien sûr, il y a 0. C'est ça Z pour le moment. Pardon, c'est ça Z. X, c'est ça. Ah, pardon. Le vertical, c'est Z. Lui, il est Y. Et lui, il est X. Voilà. Donc, sur X, il a 0. Sur Y, il a combien? Il a 1 demi. Regardez, 0. Sur Y, il a 1. Sur Z, 1 demi. Vous voyez, deuxième étape, c'est la projection du vecteur sur les axes. Et puis, regardez, troisième étape, ramener les coordonnées à des valeurs entières. Donc, vous avez 0, 1, 1 demi, il faut la ramener à des valeurs entières les plus petites possibles. Ça veut dire, vous mettez quoi? Donc, le demi, vous le ramenez à combien? Pour qu'il soit entier à 1, donc vous ramenez le 1 à 2, et 0, il reste 0. Donc, 0, 2, 1. Quatrième étape et dernière étape, ça s'appelle, c'est pas direction réticulaire. Les directions réticulaires, c'est l'ensemble des vecteurs qui sont parallèles. C'est pas que lui. Quand je dis direction réticulaire, c'est pas que lui. C'est tous les vecteurs qui sont parallèles à lui. Donc, je mets 0, 2, 1 entre parenthèses, comme ça. OK? Pour indiquer une direction réticulaire. Si je laisse comme ça, ça veut dire que j'indique que le vecteur rouge. Si je mets comme ça, ça veut dire que je désigne tous les vecteurs parallèles ou équivalents à lui. OK? Deuxième exemple ici, par exemple. Vous avez ce vecteur. Si je vous le donne ici dans l'espace, vous le ramenez à l'origine d'abord, et puis vous projetez pour retrouver les coordonnées de ce vecteur. Donc sur X, il est moins 1. Pardon, sur Y, il est moins 1. Sur X, il est 1. Donc ça veut dire 1 moins 1, 0. Regardez comment j'exprime. Pardon, il faut lire ici. 1 moins 1, 0. Regardez comment je mets moins 1, 0. Alors ici, troisième étape n'existe pas. Pourquoi? Il dit ramener les coordonnées à des valeurs entières. Mais ils sont déjà des entières. Donc, la 3, je ne le fais pas. Donc, après, je mets ça en parenthèse pour exprimer les directions réticulaires. Ça veut dire tous les vecteurs parallèles à ce vecteur. Donc, je dis 4 moins 1, 0. Voilà. Alors, aussi, j'aurais besoin d'exprimer les plans réticulaires. C'est presque la même méthode, mais un peu plus long, plus compliqué. Donc, il y a 5 étapes à suivre. Donc, si je vous donne ce plan, comment j'exprime les plans réticulaires? Les plans réticulaires, ça veut dire tous les plans qui sont parallèles à ce plan rouge. C'est pas que lui, tous les plans parallèles à ce plan rouge. Donc, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il faut dessiner le plan. Normalement, je vous le dessine. Il faut exprimer maintenant les coordonnées des points d'intersection avec les 3 axes. Par exemple, ce plan, c'est quoi? Ce sont quoi les coordonnées de points d'intersection? Ce qui est deuxième étape. Voilà, c'est 1, 1 demi, 1. Donc, c'est 1 sur X, ici, intersection, 1 demi sur Y et 1 sur Z.
Troisième étape, c'est prendre l'inverse. Donc ça veut dire je prends l'inverse de toutes ces coordonnées. L'inverse de 1, c'est 1 sur 1. L'inverse de 1 sur 2, c'est 2 sur 1. L'inverse de 1, c'est 1 sur 1. Donc l'inverse, c'est 1, 2, 1. Regardez, donc ici, j'ai pris l'inverse de ces coordonnées. Une fois j'ai l'inverse, tout simplement, je les mets pour... Ça, c'est le plan rouge. C'est que le plan rouge. Quand je les ai mis en gras comme ça, sans parenthèse, sans virgule, attention, sans virgule, ça veut dire j'exprime des plans réticulaires, ça veut dire j'exprime tous les plans parallèles à ce plan rouge. Celui-là, 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 etc. Voilà. Voilà quelques exemples. Je vous laisse découvrir. Après, on va étudier les 3 types de réseaux de bravés les plus courants. Donc, je vous ai dit, il y a 14 types de réseaux de bravés. Là, maintenant, on va étudier en détail 3 types les plus courants. C'est le cubique simple. On avait vu ici, hein. Cubique simple ici. On va étudier cubique simple et cubique centré et cubique à face centrée. Donc, on va étudier en détail ces 3 types de réseaux les plus courants. Donc 3 parmi les 14. Donc avant d'étudier chaque type de réseau à part, on va faire un petit rappel théorique sur un cube. Donc, si vous avez des atomes ici au sommet du cube, donc qui fait rayon R, donc le volume d'atome, il sera comment? Un atome, on avait dit, c'est une sphère. Donc, volume de sphère, c'est 4 sur 3, pi R cube. Voilà, volume d'une sphère. Ici, par exemple, on peut calculer le volume. Alors, le volume d'un cube, c'est A cube, parce que c'est un cube. Ça veut dire 1 égale B égale C, donc toutes les arêtes sont 1. Donc, c'est A cube. Le diagonale d'une face, voilà, c'est ici. Donc, si vous appliquez Pythagore, vous avez 1, vous avez 1, donc triangle droite, donc le diagonale rouge, c'est 1, racine 2. Donc, gardez ça en tête, hein, diagonale d'une face, c'est 1, racine 2, et diagonale d'un cube, donc si vous appliquez Pythagore avec ces deux droites, si vous appliquez Pythagore, vous obtenez le diagonale 1 racine 3. Donc gardez en tête, diagonale face 1 racine 2, diagonale volume 1 racine 3. Voilà, quelques rappels sur les dimensions du cube. Alors aussi, un petit rappel théorique, comment on calcule le nombre d'atomes qui appartient à un cube. Ici, si l'atome il est au centre du cube, ça veut dire qu'il appartient entièrement à cette maille. Donc ça veut dire le nombre de motifs ici, c'est 1. Le nombre d'atomes, c'est 1. Alors si un atome il est au centre de cette face, donc combien d'atomes il appartient à cette maille élémentaire? À gauche ici, c'est 1,5. Vous voyez, c'est 1,5 d'atomes. Donc, la proportion d'atomes propre à cette maille, c'est 1,5. Si un atome il est au sommet d'une maille, combien d'atomes il appartient par exemple à cette? Bien sûr, ça serait un huitième. Pourquoi? Parce que cet atome il est partagé entre 8 mailles. Donc la part de cette maille, c'est 1 sur 8, huitième. Ok, voilà. Alors, on vient aussi pour comprendre comment calculer la coordinance. Coordinance, c'est quoi? C'est le nombre d'atomes le plus près d'un atome. Donc, si vous choisissez un atome quelconque dans une maille et vous calculez les 8 atomes qui le touchent,
Donc, ça s'appelle les coordinances. C'est pas forcément 8. Hein. Les coordinances pour cubique simple, c'est 6 atomes. Pour cubique centré, c'est 8 atomes. Pour cubique face centré, c'est 12 atomes. On va voir comment les compter, ces coordinances. Il y a aussi le paramètre de compacité qu'il faut déterminer pour chaque maille aussi. La compacité. La compacité, bien sûr, c'est le volume d'atomes d'une maille au volume de la maille. Hein, c'est facile. Donc, il faut juste diviser le volume des atomes d'une maille sur le volume de la maille. Ok, ça s'appelle compacité. Si par exemple, j'ai besoin de calculer la masse volumique d'un matériau à partir d'une maille. Si j'ai une maille, je vous donne une maille et je vous demande de calculer la masse volumique de ce matériau. Donc je peux le faire par cette loi qui à l'origine, c'est quoi ρ? ρ, c'est kg par centimètre cube. Donc ça veut dire si je divise petit m, vous vous souvenez du premier chapitre, petit m, c'est la masse sur la masse molaire grand M, c'est ça ρ. Ah pardon, petit m sur volume. Volume de quoi? Volume de la maille. Par contre, petit m c'est quoi? Petit m d'après le premier chapitre, c'est n. N c'est le nombre d'atomes fois la masse molaire qui est dans le tableau périodique, divisé par le nombre d'Avogadro. Donc vous voyez, tous ces trois, ils présentent petit m, divisé par le volume d'une maille. Donc j'obtiens la masse volumique du matériau. Ok. Alors on vient en détail un peu pour détailler ces quatre paramètres de réseau. Hein, si je veux calculer le nombre d'atomes par maille, et la coordinance, la complexité, pour chaque maille des 3 mailles choisies à étudier. On commence par CS. D'abord, le nombre d'atomes par maille. Comment vous calculez le nombre d'atomes par maille? Donc, combien d'atomes ici qui appartiennent à cette maille? Bien sûr, il n'y a que des atomes, des nœuds. Et on avait dit donc un nœud, il partage un atome avec 8 mailles. Donc ça veut dire 7 mailles. Donc il a un huitième de chaque sommet. Un huitième fois 8, ça fait 1. Donc le nombre d'atomes qui appartiennent à cette maille, c'est un seul atome. Donc c'est 8 sommets fois un huitième, la part pour chaque sommet, donc c'est un atome. Alors la coordinance, je vous ai dit, la coordinance c'est le nombre d'atomes qui touchent un atome quelconque. Donc vous choisissez un atome quelconque et vous calculez combien d'atomes il le touche. Bien sûr, ça c'est un modèle. Normalement les atomes ils se touchent. Hein. Ici, ces deux atomes ils se touchent, comme ici. Ça c'est le cas réel, ça c'est un modèle. Les atomes sont espacés dans le modèle. Ça, c'est le cas réel. Donc, les atomes ici, ces deux-là, ils se touchent. Donc, ça veut dire, si je prends un atome quelconque, celle-là par exemple, pour calculer la coordinance, combien d'atomes ils touchent cet atome? Il y a 1, il y a 2, il y a 3. Mais il y a aussi les atomes symétriques à cet atome. Ça veut dire 1, 2, 3 et 4 et 5 et l'atome opposé 6. Donc voilà, chaque atome avec son atome opposé, chaque atome avec son atome opposé, atome opposé, ça fait 6 atomes, donc c'est 6. Donc coordinance c'est 6. Donc la coordinance c'est 6. Il reste de calculer la complexité. Complexité c'est quoi? Je vous ai dit, c'est le volume des atomes. Il faut calculer le volume des atomes ici et diviser sur le volume de la maille. Alors le volume des atomes c'est normal, c'est le nombre d'atomes. Le volume des atomes c'est le nombre d'atomes fois le volume d'un seul atome qui est une sphère. Ici pour CS cubique simple,
j'ai un seul atome, c'est 1, je ne les mets pas, fois le volume d'un atome. Regardez, 4 sur 3 pi r cube. Voilà, ça c'est le volume des atomes qui appartiennent à cette maille. S'il y a ici par exemple 2 atomes, je mets fois 2. Ok, ici je mets fois 2. Sur le volume de la maille. Alors le volume de la maille, c'est combien? C'est A cube. Mais ici, si je mets R et ici je mets A cube, je ne peux pas simplifier. Il faut exprimer A en fonction de R. Alors ici, c'est quoi la relation entre A et R? Puisque ces deux atomes, ils se touchent. Donc, ça c'est 1, ça c'est 1, ce qui est le même ici. Donc ça c'est 1, égale quoi 1? Égale 2R. 1R, 2R. Donc 1 égale 2R. Donc au lieu de dire A cube, je vais dire 2R cube. Pourquoi? Pour que je puisse simplifier R cube avec R cube et il ne reste que des chiffres. Donc, compacité, c'est 0,52. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire presque la moitié de la maille, il est rempli d'atomes. C'est ça, la compacité. Donc, on passe à deuxième type, c'est cubique simple. Cubique centré. Donc, ça veut dire qu'il y a un atome au centre ici. Alors, regardez cet atome au centre, il écarte les atomes des sommets. C'est pas comme ici, regardez ici, les atomes de sommet, ils se touchent. Parce qu'il n'y a pas d'atome au centre qui les écarte. Ici, les atomes de sommet s'écartent. Donc, je ne peux plus dire que 1 égale 2R. Je ne peux plus dire ça. Alors, commençons les trois caractéristiques de la maille, à savoir le nombre d'atomes par maille. C'est combien? Combien d'atomes j'ai ici? Bien sûr, j'ai l'atome de centre qui appartient à 100% à cette maille, donc j'ai un atome déjà. Et plus les atomes de sommet, l'ensemble des atomes de sommet, c'est 1. Donc il y a 1 à l'intérieur et 1 au sommet, ça fait 2. Donc j'ai 2 atomes par maille. Coordinance. Alors, combien d'atomes y touchent un atome quelconque? Donc si je choisis le plus facile de choisir un atome au centre, combien d'atomes le touchent? Bien sûr, tous les atomes de tête, ils touchent l'atome de centre de C8. Coordinance C8. Alors, compacité. Compacité, c'est à combien de pourcentage la maille est remplie d'atomes. Donc, je vous ai dit, c'est le volume des atomes sur le volume de la maille. Alors, combien d'atomes? J'ai 2 atomes. Donc, j'ai dit ici, c'est pas détaillé. Donc, VA, c'est quoi? C'est 2 fois 4 sur 3 pi R cube. Alors, V2, c'est quoi? V2, c'est A cube. Mais, il faut trouver une droite où les atomes se touchent. C'est le diagonale du cube. Alors, le diagonale du cube, il égale quoi? Le diagonale du cube tout à l'heure, on a vu qui est 1 racine 3. Si on applique Pythagore, le diagonale du cube, c'est 1 racine 3. Donc, le diagonale du cube, c'est 1 racine 3 d'une part, et d'autre part, c'est 4 fois R. Regardez, 1, 2, 3, 4 fois R. Donc, j'ai fait égalité 4 fois R avec 1 racine 3. Donc, comme ça, je peux remplacer A cube ici par R. Et puis, je simplifie R du volume des atomes avec R qui sort du volume de la maille. Il me reste une compacité de 68%. Donc, compacité plus importante que le réseau CS que tout à l'heure. Alors, réseau CFC, ça veut dire cubique face centrée. C'est pareil. Le nombre d'atomes par maille, c'est combien? Donc, il y a chaque atome de centre de face, il est partagé entre 2 mailles. Donc, ça veut dire chaque face, il donne un demi-atome à cette maille. Donc, combien de faces j'ai dans cette cube? J'ai 6 faces. Donc, 6 faces, et chaque face, il donne un demi-atome. Donc, ça fait 3 atomes des faces, et il y a un atome de tête. Donc, nombre d'atomes par maille, c'est 4. Coordinance. Alors, prenons n'importe quel atome, et comptons combien d'atomes le touchent. Bon, si je prends celle-là, par exemple, combien d'atomes il touche? Déjà, il touche les 4 atomes de tête. Il touche ici ces 4-là, regardez.
c'est 4 de face. Donc cet atome, je parle de cet atome. Donc il y a 4 de sommet et 4 de face. Il y a le 4 des faces opposées de la maille au-dessus ici, ça fait 12. Donc la coordonnée c'est 12. Alors compacité, à quel degré, à quelle proportion il est rempli cette maille d'atomes. Donc c'est le volume des atomes. Donc j'ai combien? J'ai 4 atomes. Donc VA c'est quoi? C'est 4 fois 4 sur 3 PR cube. Alors ici V2 c'est quoi? Il faut trouver un lien entre R et A où les atomes ils se touchent. Ils se touchent sur le diagonal de la face. Donc, vous vous souvenez, le diagonal, il faisait quoi? Il faisait 1 racine 2. Donc, 1 racine 2 égale quoi en fonction de R? Égale 1, 2, 3, 4R. Donc, 1 racine 2 égale 4R. Donc, vous calculez. Donc, vous remplacez A cube par R. Et puis, vous simplifiez R cube du volume des atomes avec R cube du volume de la maille. Et il vous reste 74. C'est pour ça. C'est très compact. C'est pour ça qu'on dit que c'est un réseau CFC, c'est un réseau compact. Donc, c'est un arrangement compact. Il y a troisième type de réseau, c'est hexagonal compact. Alors, hexagonal compact, c'est comment? C'est ici, c'est un hexagone où j'ai dans chaque nœud j'ai un atome, j'ai deux atomes au centre des deux faces de base. Vous voyez les deux bases de hexagonale. Donc il y a un atome au centre de chaque base ou chaque face. Et ici il y a trois atomes au centre de l'hexagone. Donc en total, j'ai combien d'atomes? J'ai 3 au centre qui appartiennent entièrement à cette maille. J'ai un demi et un demi, ça fait 1, ça fait 4. Et ici, sur les têtes, ici, combien de têtes je n'ai? Chaque atome est partagé avec 6 mailles hexagonales. Donc combien d'atomes ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6. Donc ça fait 2. Le total, ça fait 6 atomes. La coordonnance, donc il faut compter tout simplement le nombre d'atomes qui touchent un atome. Si je prends cet atome par exemple, combien d'atomes il le touche? Donc il y a ici 3 de cube. Il y a ici combien? Il y a 6. Il y a les 3 opposés, ça fait 12. C'est quoi la compacité? Donc pour trouver la compacité, il faut trouver les liens entre A et R d'une part et entre C et R d'autre part. A c'est quoi? A c'est ça, c'est cette distance, c'est l'arête de la base. C c'est quoi? C'est la hauteur de l'hexagone. Voilà, j'ai tout. Compacité, volume des atomes, j'ai 6 atomes fois 4 sur 3 pi r cube sur le volume de l'hexagone. Donc si vous appliquez le volume de l'hexagone entre A et C, remplacez tout par R. Donc vous simplifiez R avec R, vous obtenez 74 aussi %. Alors regardez ici 2 atomes par maille élémentaire. Maille élémentaire, ça veut dire si je divise ce hexagone parallélépipède, chaque parallélépipède, ça serait un maille élémentaire. Voilà, donc vous avez les exercices d'application à faire. Donc on va faire pour aujourd'hui que les 3 premières, comme le premier TD pour ce chapitre. Bon, merci pour votre attention et bon travail.